Salut les jeunes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui n'est d'ailleurs pas une nouvelle vidéo puisque ce n'est que la suite de la présentation de notre Challenger V210 édition sport. Je t'avais promis le clou du spectacle, voilà le clou du spectacle. Profite bien, n'hésite pas à donner ton avis et à commenter si toi aussi tu as un Challenger V210 ou une autre version. Ton avis sera toujours intéressant pour notre petite communauté. Et puis je précise avant même que ne débute donc le clou de ce spectacle qu'il y aura un troisième épisode qui concernera cette fois la cabine de pilotage et surtout l'agrément de conduite et l'utilisation de la boîte de vitesse automatique nouvelle génération que tu connais peut-être ou pas. À tout de suite! Alors là, je te montre le matelas Giga qui est d'un seul tenant et qui n'est donc pas coupé en plusieurs parties, ce qui améliore sensiblement le confort de couchage puisque on n'a pas tout d'un coup un bout qui part d'un côté et un autre de l'autre, une des caractéristiques très intéressantes de ce véhicule. Alors pour ce qui concerne le lit et la soute, on a une petite clé ici qui verrouille la commande électrique du lit. On peut monter le lit. Voilà, là c'est la hauteur maximum. Et donc pour baisser le lit pour aller se coucher, donc on appuie sur le petit bouton ici. Le lit redescend jusqu'en bas. Avec la petite marche qu'on a ici en bas, on met un pied dessus et on monte direct. On peut aussi manipuler le lit de l'arrière, ce qui permet, quand on veut utiliser la soute et non pas le lit pour se coucher, de le lever depuis la partie arrière. Alors là, je vais le relever une nouvelle fois pour vous montrer de l'intérieur, pour vous montrer ce que ça donne au niveau de la soute. Voilà, donc là on est à la position la plus haute et du coup ça fait quand même une belle... un beau volume pour pouvoir ranger. Nous on a mis des sièges de camping et puis les quelques babioles qu'on a, mais on peut aussi mettre des vélos ou des choses comme ça au besoin. Je vais pas tout enlever pour la vidéo, mais on a une rampe pour éventuellement monter des vélos dans la soute sans effort physique. Et puis il y a quelque chose qui est vraiment super bien pensé, c'est ça. Voilà, alors c'est une grande soute qui est très profonde et qui permet donc de loger un certain nombre de choses. Et surtout, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que quand on veut protéger des matériels comme par exemple un ordinateur, un iPad ou des choses comme ça, des choses un peu précieuses, ou moi j'y mets éventuellement ma guitare aussi quand je l'emmène pour travailler. Quand on ferme ça et qu'on fait ça, une fois que le lit est rabaissé, la petite soute que je viens de te montrer est inaccessible, et pour pouvoir aller à l'intérieur, il faut lever le lit ou alors éventuellement casser le meuble complètement, mais là il faudrait quand même en vouloir vraiment. Ce qui fait que ça fait un petit coffre-fort assez intelligent et assez utile, parce que évidemment, comme je l'ai dit, pour lever le lit, il faut la clé. Bien joué Challenger. On refait une petite vue d'ensemble de la largeur du lit. Donc il y a le matelas en lui-même qui est quand même giga, et puis il y a les deux bourrelets matelassés aussi sur les côtés qui font que lorsque le lit est à sa position la plus basse,
Bah là, pour le coup, on a un lit qui est pratiquement aussi long que large. Alors après, on peut peut-être se mettre à 4 aussi, je sais pas, on n'a pas essayé. Hein, mais... Sur les deux côtés du lit, il n'y a pas de baie vitrée. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On n'a pas de jour qui passe. En hiver, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal de ne pas avoir des ouvrants partout, parce que ça évite des déperditions de chaleur. Comme c'est un espace nu, on n'a pas besoin de jour. Rien à dire sur le lit, la qualité du lit, l'espace. On est bien quand même occulté, hein, on est bien dans la nuit. Hein, quand on y dort sur le matin, on ne voit pas le jour arriver. On a un petit lanterneau au-dessus de la chambre, occultant bien sûr, qui permet d'aérer cet espace au besoin. Il faut savoir que ce modèle existe en version toit relevable. Là, pour le coup, on a 4 vraies places couchage. Et ça veut dire que, par exemple, un couple avec 2 enfants, les parents peuvent dormir là, et puis les enfants peuvent dormir au-dessus, en ouvrant le toit comme sur un van aménagé, ce qui pour le coup offre un certain nombre de possibilités quand même assez intéressantes. Hop, et voilà. Bon. C'est d'une facilité d'accès ce lit, ça nous change d'un certain modèle où ça devenait compliqué, un challenge tous les soirs et tous les matins. Là pour le coup on monte une marche et puis voilà, donc il n'y a même pas besoin d'être souple. Hein. Petit aparté sur le lit en longueur par rapport au lit en position transversale dans les fourgons. Quel est l'avantage de cette disposition-là? Comme on est allongé dans le sens de la longueur comme ça, tous les deux, s'il y en a un qui veut se lever la nuit, par exemple pour aller pisser, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, c'est tout à fait confortable parce que ça ne réveille pas le copain. Alors que quand on est en position transversale, celui qui est au fond du placard, c'est-à-dire en l'occurrence souvent moi, si j'ai envie de me lever la nuit, forcément je suis obligé de passer par-dessus mon épouse, en tout bien tout honneur hein, bien sûr, forcément ça la réveille immanquablement. Alors au-delà de ce que peut représenter un grand lit comme celui-là en termes de confort, la position en longueur, je vous la conseille vraiment. Si vous avez le choix entre deux types d'implantation, c'est sûr que le wagon est un peu plus long, comme on l'a déjà dit, il fait 36 cm de plus que la normale, mais en même temps on y gagne vraiment en confort et de couchage et en confort tout court, comme je viens de l'expliquer. Voilà, alors moi j'ai fait un petit système vraiment très basique, hein. J'ai juste mis des petits anneaux dans le bois là pour pouvoir crocher les fauteuils dans la soute et que ça se balade pas dans tous les sens. Mais encore une fois, je te montre la profondeur du machin, c'est quand même pas mal. Alors une autre attention qui est plutôt sympa également, c'est tout ça, c'est-à-dire que toute la soute jusqu'à son terme tout au fond est protégé par une plaque d'aluminium anodisé comme ça, qui permet notamment quand on a des vélos, pouvoir les ranger sans trop d'inquiétude sur la façon dont le plancher va vieillir. Voilà, alors la soute elle est éclairée si on veut, hein, il y a un petit bouton ici avec une grande barre LED et puis il y a une prise 220 volts qui est placée là, ce qui est une bonne idée aussi. Alors ça ne fonctionne évidemment uniquement que lorsqu'on est raccordé au 220. Et puis alors là, on a un autre petit compartiment qui est assez engagé. Alors, on peut ouvrir les portes arrière de l'intérieur du véhicule avec la poignée qui est ici. En cas d'évacuation d'urgence, c'est toujours bien de pouvoir accéder à la sortie par l'arrière. Ça, je reviens pas là-dessus. On a les mêmes systèmes que sur les autres ouvrants avec les petits stores et les moustiquaires. Oh, quelle belle prise de vue! 1, 2, 3, 4 placards. Donc en fait, c'est quand même assez profond. Hein. Ça va jusque là. Et puis, il y a encore le renfoncement ici. Donc largement super. Là, il y a encore un espace ici. Ouais, c'est fonctionnel, non, quoi. Vraiment, là, alors. Voilà, il y a de la place vraiment jusqu'au fond et en contrebas. Donc, non, c'est vraiment bien. C'est simple. Encore une fois, c'est une des caractéristiques de ce... Voilà. De ce véhicule-là, hein, c'est que c'est pensé camping-car, quoi. Et puis c'est vraiment solide, en fait, il n'y a pas de jeu. Enfin, c'est bien.
Alors ici en haut du fourgon à l'arrière, j'ai installé la manivelle pour manipuler le très grand store tulle que je t'ai déjà montré au début de la vidéo. Alors du coup, je vais vous présenter le petit espace cuisine, qui est largement suffisant. Je dirais même qu'une plaque, ça suffirait même déjà. Et puis tout à fait fonctionnel. Voilà. Donc en fait, on se sert essentiellement de cette plaque-là. La deuxième, on s'en sert pas. À côté de la plaque, évidemment, l'évier. Alors pareil, c'est assez grand. Il faut juste veiller à ce que le robinet soit suffisamment descendu pour pas que ça cogne sur la plaque. Voilà, là ça cogne. Donc du coup, c'est maintenu. Et puis eau chaude, eau froide, impeccable. Là, tu t'es déguisé en camping-cariste, c'est ça? Oui. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut cuisiner face au panorama qu'on a. Et puis, si on veut être discret, plus on rabat un peu la porte, évidemment. C'est vraiment pratique. Ça, c'est agréable de cuisiner. Bon, après, on fait pas de la grande cuisine non plus. Et puis, on a ce petit plan de travail-là, minuscule, mais qui sert bien pour poser les choses. Impeccable. Et puis, il y a encore un petit espace de rangement en dessous pour ranger, par exemple, des bouteilles de lait. Alors un petit point négatif, c'est cette encoignure là, en fait, parce que systématiquement, si on a le malheur de se pencher, on se le prend sur la tête, ce qui n'est pas très agréable. C'est vraiment, juste le point négatif du coin cuisine. Alors placard, épices, épicerie, vaisselle, enfin voilà. Donc ça, c'est assez vaste. En plus, on a la profondeur ici, donc ça permet de mettre des choses. C'est pour ça que je pense que ça mériterait une étagère supplémentaire. En fait. D'accord, j'ai compris. Voilà. Ok. Je te montre les fixations, qui sont quand même d'une qualité, on va dire, correcte. Frigo, qui pour deux est amplement suffisant. Alors avec un petit conservateur. Donc c'est pareil, c'est suffisant. Et puis trois niveaux avec deux petits tiroirs à légumes. Donc rien d'exceptionnel, mais il fonctionne vraiment très bien. Avec une position jour et une position nuit. C'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. On ne l'entend pas. Alors, premier tiroir, hop, largement de la place. Hein. Bon, après, plus il y a de place, plus il y a de bazar, mais surtout avec nous, c'est pareil, je pense qu'il y a autant de bazar, voilà. Donc, non, largement de la place. Hein. Oui, ils sont assez profonds. Oui. Donc, on se prend pas trop la tête avec la cuisine, de toute façon. Je crois que c'est pareil, voilà. Et puis ici, alors, normalement, c'est une penderie. Mais bon, j'ai pas trouvé que c'était très pratique, donc il y a quand même encore les porte-manteaux qu'on va enlever. Et puis j'en ai fait un petit garde-manger en fait. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Claire, on ne meurt jamais de faim, même en camping. Il y a toujours de quoi faire, c'est vrai, et de recevoir du monde surtout. Donc voilà. Alors notre salle de bain, minuscule, mais enfin non, elle n'est pas minuscule. Pour une salle de bain de fourgon. Je crois que c'est la première fois qu'on a une salle de bain si opérationnelle. Et donc, pour la douche, alors effectivement, pour les gens qui mesuraient 1m90, c'est plus compliqué. Mais moi, je mesure 1m67. Voilà, je passe et puis il faut juste monter un petit peu. Voilà. Et puis, on a une vraie douche, comme à la maison. Et ça. Donc, on peut séparer, du coup, évidemment, pour éviter l'inclinaison. Bon, c'est pas évident de filmer parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul. Non, après, voilà, mais c'est après avoir pris coup de main là, pour ranger la... Oui, il y a une paroi qui permet de séparer la partie douche de la partie WC. Alors par contre, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de rangement dans la salle de bain. Ce qui fait qu'on a dû rajouter ça. Alors là, c'est vraiment très peu profond en fait. Il y a ça d'espace de quoi mettre un flacon de douche ou autre chose. Ici, il y a un petit espace rangement, mais alors c'est vraiment minuscule. Donc, pour moi, il n'y a pas assez. Ça aurait il y a mérité, un truc derrière aussi, là. Oui, mais c'est vraiment... ça glisse, en fait, là. Donc, à part bloquer les choses, voilà, comme on a fait dans la puissance du jet, c'est vraiment impeccable. Pas le petit jet qu'on a habituellement dans certains fourgons. C'est vraiment une vraie douche. Avec un mitigeur. Et puis, l'eau chaude fonctionne super bien aussi. Et puis il y a le rideau là qu'on fait descendre pour pas mouiller la porte en bois, évidemment.
Au niveau de la fermeture des portes, la clenche, ça n'a l'air de rien comme ça, mais je la montre parce que, encore une fois, dans le Grand California qu'on avait auparavant, ça n'a jamais fonctionné. Ça se barrait tout le temps, alors que là, c'est quand même plutôt solide. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est le matin et qu'on a passé une bonne nuit dans un petit spot au calme? Eh bien, on prend sa douche. Pour cela, il y a plusieurs solutions. Évidemment, utiliser la salle de bain du fourgon, mais il y a aussi ça. À l'arrière du véhicule, on a donc une petite prise qui permet de brancher une poire de douche, comme ceci, et qui en plus permet d'utiliser l'eau chaude. Parce que si on ne veut pas mettre de l'eau partout dans la salle de bain, et qu'il fait beau par exemple, on peut prendre sa douche à l'extérieur comme je viens de le faire tout de suite. Ou bien alors on peut utiliser la poire de douche pour nettoyer un VTT plein de boue par exemple, ou son chien lorsqu'il vient de patauger dans une mare d'eau bien propre. Tout un tas de choses qu'on peut faire comme ça à l'extérieur du véhicule sans rien salir à l'intérieur. Donc c'est bien vu quand même Challenger de ce point de vue là. Alors pour brancher la petite poire de douche en question, voilà, on a un truc comme ça. On a juste à tourner, à visser le truc noir là dans la prise et le tour est joué. Pas mal. Alors bien sûr c'est encore un petit détail, hein, mais ça n'existe pas sur tous les fourgons et c'est bien dommage parce que c'est quand même super pratique à bien des égards. Alors bon, on voit bien que c'est un véhicule qui est quand même assez pensé pour des sportifs que nous ne sommes pas. Tout ceci pour dire qu'on est en présence d'un véhicule qui est extrêmement polyvalent, dont la mission première est évidemment de permettre à ses occupants de se reposer et de prendre des vacances au calme et dans un confort certain et de se balader un peu à droite et à gauche version camping-car, mais qui permet aussi, je pense à évidemment des VTTistes ou des parapentistes par exemple, avec la grande soute arrière qui est modulable, c'est quand même vraiment intéressant. Et ça permet d'envisager plein de choses qui ne sont pas que vacances et que van life et camping-car. Au niveau de la centrale de commande, c'est comme dans l'ensemble du véhicule quelque chose de vraiment très simple. On n'a pas une usine à gaz, hein, comme c'était le cas dans le Grand California, et d'ailleurs que ça ne fonctionnait pas. On a l'activation de l'eau, donc si je coupe là, on peut plus utiliser les robinets d'eau. Ici on a l'éclairage extérieur, mais je te le montrerai plus tard quand il fera nuit. Voilà de nuit ce que ça donne. Alors je ne sais pas si on va bien voir sur la vidéo, mais c'est une belle barre LED qui s'allume depuis la centrale de commande. Ça éclaire vraiment tout le côté du véhicule, ce qui fait qu'en pleine nuit, si on veut voir quelque chose, quelqu'un qui s'approche, ou voilà, ou simplement sortir, c'est toujours assez agréable. Ici, on a la mise en route de tout ce qui est électrique et notamment la lumière. Donc on peut couper en une fois toutes les lumières si on veut. Et puis ici, on a la température à l'intérieur. Et ensuite ici, sur le côté, donc on a les niveaux d'eau. Ici, on a le niveau de la batterie cellule. Donc là, on voit qu'on est à 13,8 volts, ce qui est quand même pas mal. Mais enfin, en même temps, vu le soleil qu'on a et le super panneau solaire, qui est encore une fois quelque chose de très simple, mais qui est très efficace. Puis ça, c'est l'état de charge de la batterie moteur du véhicule. C'est tout ce qu'il y a de vraiment de plus simple. Et si on veut tout arrêter, on appuie là-dessus. Et alors là, tout le véhicule, sur le plan électrique et accessoires, est en stand-by. Ensuite, pour le chauffage, donc on a le petit combiné Webasto ici. Donc je vais pas détailler le truc, mais c'est pareil, c'est encore une fois quelque chose de très simple. Il y a un thermostat qui permet de mettre le chauffage à une certaine température et il se coupe quand la température est atteinte.
Et puis on peut activer la ventilation ou pas. On peut aussi le programmer, aller faire une balade dans la neige en plein hiver et puis que le chauffage se mette en route à une certaine heure quand on va revenir dans le véhicule. C'est aussi possible grâce à ce petit truc là, et pour l'instant ça fonctionne pareil comme le reste, super bien. Alors maintenant au chapitre des choses qui sont un petit peu short, on va dire. Il y a quelques mauvaises idées, ou en tout cas des économies de bout de chandelle qui sont un peu dommageables sur ce genre de véhicule. La première chose, c'est ça. En plexiglas qui sont un peu d'un autre âge, surtout très facile à casser et à fracturer si on veut rentrer dans le véhicule. Je vous fais pas de dessin, il y a juste à tirer dessus et puis il n'y a même pas besoin de pied de biche, je pense, hein, ça se fait tout seul. Voilà, alors avec des baies en verre, c'est aussi facile à fracturer, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même un petit peu plus qualitatif et probablement plus isolant également. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage sur un véhicule de ce prix-là de mettre des baies en plexiglas. Mais bon, alors voilà, c'est comme ça, hein. En même temps, ça fonctionne aussi, hein. On peut les ouvrir, on peut les fermer, ça fait pas spécialement de bruit en roulant. Il y a un joint isolant quand même pour protéger du froid. Alors le seul avantage peut-être, c'est que s'il y en a une qui casse, c'est assez facilement interchangeable. Le deuxième truc qui est un peu dommage sur un véhicule de ce prix-là également, c'est qu'il n'y a aucun détecteur de collision, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Il n'y a absolument rien sur les pare-chocs. Sur le Grand California, par exemple, il y avait à l'avant et à l'arrière, et même sur les côtés. Et c'était quand même vachement bien, vachement pratique, parce que même sur un côté, quand on ne voit pas bien un gros rocher ou des choses comme ça peut aider. On est bien d'accord qu'il y a une caméra de recul, et heureusement. Donc la caméra de recul, elle, est d'origine. Elle est intégrée dans le feu stop arrière. Il pourrait être ambitieux de chercher à se garer 100 heures, que ce soit en épi ou en bataille, avec un véhicule de 6,36 m de long quand même. Voilà, bon, c'est dommage, des petites choses comme ça qui ne coûtent pas cher et qui auraient bien fini l'affaire sont manquantes. Alors au chapitre des petits détails qui peuvent fâcher aussi, il y a ça. Alors moi qui suis amateur de belles automobiles, c'est un truc qui me fait un peu mal. Je trouve que ça fait un peu désordre, encore une fois, eu égard au prix du véhicule. On est gratifié d'un beau volant en plastoc. Il n'y a même pas de... Voilà, c'est pas un volant cuir. Bon, alors, vous allez me dire, hein, dans ce genre de véhicule, ça peut apparaître comme étant un détail, mais voilà, je trouve que c'est un peu regrettable. Moi j'aime bien mon petit volant cuir. Bon, celui-là est pas désagréable au toucher, hein, mais voilà, ça fait un petit peu gagne petit, on va dire. Ce véhicule, qui est quand même vendu pas loin de 70 000 €, n'est pas équipé des phares LED. On a un éclairage halogène, tout ce qu'il y a de plus classique. Quand on a goûté au LED, ça fait un peu pitié. Et même l'éclairage diurne, on va dire, l'éclairage de jour, il y a certains Ducato qui en sont équipés. Il y a des petites barres, c'est assez esthétique. Bon, ça sert absolument à rien, hein, on est bien d'accord, mais c'est d'un point de vue, on va dire, statutaire. C'est un petit peu plus classé, typé haut de gamme. Celui-ci n'en a pas. Alors les phares sont allumés en permanence quand on roule, mais c'est un éclairage halogène tout à fait normal, et on n'a pas fait de frais à ce niveau-là non plus. Dommage. Alors après, on est d'accord que tous les petits détails dont je viens de parler, qui sont un peu décevants, on va dire, sont des détails, effectivement. Donc ça ne remet pas en cause la qualité globale du véhicule, son côté pratique et même son esthétique, parce que c'est vrai que sur le plan de l'esthétique extérieure, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui nous l'ont dit quand on a changé de monture,
par rapport au Grand California qu'on avait précédemment, qui avait cette espèce de bosse de chameau au-dessus de la tête, là, qui était assez disgracieuse, hein. Celui-ci est beaucoup plus agréable à regarder. La présentation globale, les jantes alu, les phares anti-brouillard, la couleur grise claire, et puis les stickers un peu façon rallye, c'est assez joli, hein. C'est en tout cas beaucoup plus sympa que ce qu'on avait avant, ça il n'y a pas photo. Je pense qu'il y a des choix qui ont été faits sur le plan commercial et sur le plan stratégie de vente globale, hein, mais il y a quand même quelques petits manques, on va dire, et voilà, c'est dommage, c'est dommage. Il y a des détails qui peuvent fâcher comme ça, mais il y en a d'autres aussi qui sont plutôt qualitatifs et à la limite, on n'était pas forcé de s'attendre à ce genre de détails. Alors là, plutôt intéressant, on va dire. Deux séries de très belles jantes alu de 16 pouces, ce qui n'est pas le commun de tous les Fiat Ducato, hein. D'habitude, c'est plutôt du 15. Et c'est pas toujours de la jante alu, c'est quelquefois des enjoliveurs. Détail intéressant, ce sont les phares anti-brouillard. Alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt rare sur les fourgons Ducato, Fiat Ducato, et celui-ci en est équipé. Alors il n'a pas le volant en cuir, il n'a pas les détecteurs d'obstacles, il a des baies en plastique, mais il a des phares anti-brouillard. Cherchez l'erreur. Alors si je dois faire une conclusion à cet épisode qui concerne donc l'aménagement intérieur de ce Challenger V210 édition sport millésime 2024, moi, je dirais que on a affaire à quelque chose de plutôt simple dans l'esprit, mais efficace. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Parce que pour avoir expérimenté des choses un petit peu plus techno, on va dire, on se rend compte que la haute technologie, c'est vachement intéressant, mais d'abord, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Et on se retrouve avec des problèmes basiques qui seraient réglés en 5 minutes sur un véhicule comme ça, parce que dans la conception et dans la construction, c'est fait de façon, encore une fois, beaucoup plus simple. Et ça, je trouve que pour l'utilisation qu'on peut en avoir, c'est-à-dire une utilisation plaisir, week-end, vacances et des moments où on n'a pas envie de se prendre la tête avec une boîte à outils ou un ordinateur pour faire des mises à jour et tout un tas de conneries, avec un véhicule comme celui-là, on est quand même un petit peu plus à l'abri de ce genre de choses. Je trouve que ça coche pas mal de cases. Alors effectivement, c'est un peu moins luxueux que ce qu'on a eu encore une fois précédemment, mais pour moi c'est beaucoup plus adapté à l'utilisation qu'on a besoin d'en faire. Au niveau de la construction du mobilier, c'est du petit solide, hein, c'est comme partout ailleurs, on n'a pas affaire à un char à MX-30, hein, on va dire c'est du moyenne gamme, mais pour l'instant ça tient la route. Alors après, qu'en sera-t-il dans une dizaine d'années, ça c'est autre chose et on sera peut-être même plus là pour en parler, donc à la limite j'oserais dire que je m'en fous un peu. Au présent, on est vraiment content d'avoir acheté ce véhicule qui correspond en tout point à nos besoins actuels, avec donc le grand lit en longueur à l'arrière. Je trouve que c'est tout à fait adapté. Et pour les vieilles personnes que nous sommes, eh bien c'est quelque chose de tout à fait appréciable. Et puis au-delà de ça, il y a quand même un truc qui moi m'impressionne, compte tenu encore une fois des expériences qu'on a vécues précédemment, c'est que tout fonctionne. Je croise les doigts ou je touche du bois. En tout cas, pour le moment, tout marche. Le marchepied sort quand il faut et rentre quand il faut. La console électrique avec 3 trucs dessus, c'est tout à fait suffisant et ça fonctionne parfaitement. Le panneau solaire recharge de façon tout à fait efficace ce qu'il y a besoin de recharger. Le frigo fonctionne en permanence. La douche marche. L'eau chaude et le chauffage fonctionnent. Que demander de plus? Alors c'est sûr que c'est cher, hein, ça reste quand même des véhicules d'un budget assez conséquent et j'ai envie de dire heureusement que ça marche. Mais nous sommes quand même assez bien payés pour savoir que même quand c'est cher, ça ne marche pas toujours. Voilà, donc ce sera tout pour ma conclusion, en tout cas concernant la partie espace de vie de ce Challenger. Moi j'aime beaucoup.
Après, chacun jugera. L'esthétique aussi me plaît bien. C'est lumineux, c'est éclairé. On se marche pas dessus, même si c'est pas non plus un intégral de 8,40 m de long et de 4 mètres de haut. Hein, et franchement, ça m'intéresserait pas du tout d'avoir un truc dans ce style-là. Ça remplit la mission qu'on lui a demandé au départ et ça me plaît. Voilà, peut-être que dans 6 mois, je vais refaire une vidéo en vous disant non mais attendez, là Challenger, c'est voilà. Bon, pour l'instant, moi ça me paraît pas mal. C'est très agréable à utiliser, tant dans l'espace de vie que à conduire. Et ça, on en parle dans le prochain épisode. Tu vas voir, par rapport à ce que j'ai déjà dit sur le Fiat Ducato, j'ai revu quand même très sérieusement ma copie. Maintenant, je laisse la parole de conclusion à mon épouse, que tu connais bien, et elle va te dire ce que elle pense de ce petit matériel fort sympathique. Pour ma part, je te salue bien et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Boujou, comme diraient les Normands. Claire, tu vas nous donner ta conclusion sur ton nouveau camping-car. Oh, ça va être très très enrichissant. Tout va bien et c'est très positif. Voilà, conclusion. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon alors non, donc nous t'écoutons, sérieusement. Non, en fait, donc, tous les points qui étaient négatifs dans le van précédent ne se retrouvent pas dans celui-là, c'est sûr. Moi, j'y trouve vraiment du plaisir. C'est fonctionnel, c'est confortable. Que ce soit pour tout ce qui est douche sanitaire, pour le lit. C'est franchement, il y a vraiment peu de points négatifs. Donc celui-là, j'espère qu'on va le garder un peu plus longtemps. On se voit bien faire des voyages plus longs. On envisage vraiment de voyager sur plusieurs semaines sans souffrir du manque d'espace et puis du confort. Alors, pour revenir à nos aspirations du début où on souhaitait vivre en van minimaliste, c'est sûr que là, pour le coup, on en est loin. On a essayé en plusieurs étapes, sur plusieurs vannes, pour s'apercevoir qu'on a l'âge qu'on a et que ce qui va avec, ça progresse pas. Je dirais même, c'est même compliqué. Donc après, on aura essayé. Les rêves, on a le droit de rêver aussi. Avec la pathologie moi que j'ai, c'est vrai que c'était un peu utopique. Bon, on aura essayé. Et puis, moi je regrette pas. C'était des bons moments, mais si on veut effectivement partir sur du plus long terme, le premier van qu'on avait dans les vidéos où il y avait zéro confort, zéro chauffage, etc., c'était pas envisageable en fait. Donc il y a eu des moments de souffrance physique, donc on n'est pas là pour se faire du mal. Au contraire, on arrive à un âge où on voudrait justement que du bien pour notre corps, pour le conserver au mieux. Et du coup, on retrouve ça dans celui-ci. Il nous a fallu plusieurs expériences qu'on a faites. Voilà. Après, peut-être que ça gêne certaines personnes. On abuse peut-être de ces essais qu'on a faits, mais moi, je trouve que ça nous a appris finalement ce qu'on veut. Donc, ce type de véhicule qui est plus adapté à nous.